je suis venu pour vous parler d'alchimie. J'étais venu il y a 2 ans. Et puis, il y a Stéphane qui est le président directeur général de l'organisation de ce festival, qui est un ami de 20 ans. C'est un artiste comme moi. Et puis, on fait chacun notre chemin de notre côté. Alors, je suis venu vous parler d'alchimie. Il y a 2 ans, j'avais fait un petit PowerPoint comme ça, où j'avais parlé de l'alchimie au XXIe siècle. Et puis moi aussi, je fais mon chemin. Et puis finalement, je me dis que ce qui est important dans l'alchimie, c'est de cultiver le merveilleux. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait un titre avec marqué « La quête du merveilleux ». Alors, je vous ai mis un Jésus sur un âne. Pourquoi je vous ai mis un Jésus sur un âne? Parce que la matière première, dans la voie occidentale, c'est l'antimoine. Et l'antimoine est représenté habituellement par un âne. Et antimonium, en latin, ça veut dire jamais seul. Ça veut dire qu'il y a un truc avec. Alors quand il sort de la minière, il y a du soufre avec, beaucoup de soufre qu'il va falloir enlever. Mais il porte le Christ. C'est-à-dire le Christos, pas au sens chrétien romain du terme, hein, on est d'accord, au sens spirituel du terme. Il porte le Christ, et le Christ, cet âne sur lequel il est assis, c'est écrit dans les textes, c'est pas moi qui le dis, il s'appelle Timon. Donc c'est l'âne Timon. Et si vous écoutez le mot, c'est l'anagramme d'antimoine. Donc c'était déjà écrit, hein, il y avait qu'à lire ce qu'il y avait écrit. Bon, c'est écrit partout, hein. C'est écrit sur les cathédrales, c'est écrit dans les textes anciens. Alors le problème des religions du livre, c'est que souvent, on en a fait un dogme, hein, c'est-à-dire qu'on a écrit ce qui nous arrangeait, enfin ce qui arrangeait surtout le clergé. Mais si vous reprenez les textes originaux qui viennent des Sumériens, en hébreu, en araméen, etc., vous verrez qu'il y a un paquet de clés quand même. Donc je suis pas venu vous faire la messe, hein, parce que vous racontez un truc, ou alors je vous raconte un conte de fées, ça on peut faire. Mais je suis venu vous envoyer quelques balles, là, quelques pistes, et puis j'aimerais bien qu'après on interagisse, parce que finalement, c'est une tradition, c'est une vraie tradition, l'alchimie, et la tradition, qui dit tradition, dit transmission. Et s'il y a une transmission, elle n'a de sens que s'il y a une coupe à remplir. C'est-à-dire c'est vous, c'est ceux qui écoutent. Sinon, la source se tarit. Si vous avez une source et que personne ne vient jamais remplir l'eau, hein, au bout d'un moment, il va y avoir des graviers, des herbes, des machins, ça ne coulera plus. Donc le but du jeu, pour moi, c'est d'échanger. Mais je vous ai quand même mis quelques pistes là. Alors, pourquoi je vous ai mis ça? Pour vous dire que je travaille à la voie sèche, c'est-à-dire une voie qui utilise un métal et un creuset et un feu de bois et une pince et c'est tout. D'accord? Donc ça coûte pas cher, hein, il ne faut pas un labo qui coûte 30 000 €, c'est pas vrai. Après, il y a d'autres voies qui sont la voie humide, dans laquelle on va utiliser des ballons, dans laquelle on va utiliser des acides. C'est pareil, il n'y a pas besoin d'acheter un labo à 30 000 €, d'accord? Il y a une autre voie qui est une voie plus féminine, dirais-je, qui est la voie des plantes. C'est-à-dire que là, on va prendre un ballon, on va mettre une plante dedans et on va faire un élixir avec cette plante. Alors, je suis très proche de la voie des plantes parce que j'ai commencé par ça. J'ai travaillé sur les plantes il y a au moins 35 ans. Et puis, il y a 8-9 ans, j'ai commencé à travailler à la voie sèche. Alors, on dit en alchimie qu'il y a le petit œuvre, c'est-à-dire la voie des plantes, 72 plantes, et le grand œuvre qui est les 7 métaux alchimiques. Et avec peut-être la pierre philosophale au bout. C'est pas encore fait, on ne sait jamais. J'ai encore peut-être quelques années devant moi, on ne sait jamais. Alors, dans la voie des plantes, on peut faire une pierre végétale. La pierre végétale permet de s'ouvrir à tous les végétaux qui sont à l'extérieur. C'est-à-dire que vous allez vous mettre à parler aux plantes comme vous parlez à votre voisin. Mais ce n'est pas le grand œuvre, ce n'est pas la pierre philosophale. Mais c'est déjà pas mal, hein, ça peut être intéressant. Alors, on ne peut pas parler d'alchimie sans parler de Rabelais.
Il a écrit un 5e livre qui est un livre dit apocryphe, hein, puisqu'il a été publié après qu'il soit mort, donc on peut supposer que c'est pas lui qui l'a écrit. Mais bon, tous ceux qui l'ont connu savent que c'était un alchimiste. Et j'ai marqué, ça c'est Rabelais qui le dit, dans son livre 5, au début de son livre 5, seul celui qui connaît la langue des oiseaux pourra comprendre ce que je raconte, et comme le chien casse l'os pour y trouver la substantifique moelle, ou comme l'apothicaire, tu vas ouvrir la boîte pour aller voir les secrets qui sont cachés dedans. Alors, pour vous donner une idée, je vous ai mis vitriol. Hein. Pourquoi vitriol? C'est un acide, c'est l'acide sulfurique. Mais en alchimie, si vous prenez un grimoire alchimique, vous allez vous rendre compte que d'abord, vous n'allez rien comprendre, parce que ça parle de trucs complètement tapés, de licornes, de salamandres, de trucs. Alors ça sert simplement à vous mettre dans un état très particulier. C'est-à-dire que quelqu'un parlait tout à l'heure de méditation, ben là vous allez méditer sans le vouloir. C'est-à-dire que vous allez vous mettre à penser complètement différemment, parce que votre esprit n'a pas l'habitude de travailler comme ça. Et au milieu de ça, de temps en temps, il y a des clés. Et donc vitriol est une clé, parce que ça veut dire... Alors, il y a un vitriol des alchimistes, hein, c'est-à-dire qu'on prend un double acide qui est à la fois jaune et à la fois bleu, et quand on les mélange, ça fait du vert. C'est le vitriol vert des alchimistes. C'est une partie de la voie traditionnelle de l'alchimie quand on travaille avec des acides. Mais ça veut dire aussi visita interiora terrae rectificandum invenies occultum lapidaire. Faut le dire. Ça veut dire visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre occulte. En clair, ça veut dire regardez à l'intérieur de vous, la lumière elle est dedans. Donc allez pas la chercher à l'autre bout du Tibet ou à l'autre bout de la planète, elle est là. Elle est partout. J'entends, parce que j'ai écouté quelques collègues là qui sont passés avant moi, qui parlent de l'amour, de la vérité, de la lumière, etc. Mais ne le cherchez pas. Il est partout. Donc... c'est tout. Le problème qu'on a, nous, c'est qu'on est tous là en train de dire non, 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 je veux pas que ça rentre. C'est ça le problème. C'est juste ça. Hein. Quand on est un peu moins épais et qu'on laisse passer, ça passe tout seul. Voilà, donc laissez passer la lumière, faites pas résistance. Alors, comment parler de Rabelais sans parler de Nostradamus, surtout ici, hein. Donc Nostradamus, alors il faut savoir que les anciens alchimistes, depuis la nuit des temps, sont médecins, astronomes, etc. C'est des tronches, on dirait aujourd'hui. Hein. Donc c'est des Einstein de l'époque, etc. Mais l'alchimie n'est pas une science. J'ai écrit sur le petit papier qu'on m'a demandé pour dire quelques mots pour présenter la conférence que ça n'est pas une protochimie. Aujourd'hui encore, il y a tout un tas de scientifiques qui veulent que l'alchimie soit une protochimie. Ils ont cherché des trucs, ils ont tâtonné. Heureusement, maintenant, on a évolué. Non, ça n'a rien à voir. Les alchimistes n'ont jamais cherché de produits chimiques. Par contre, quand les Chinois fondent des métaux et qu'ils se rendent compte que le vase dans lequel ils font fondre le métal fond avant le métal, c'est embêtant. Donc, ils se disent, il faut qu'on trouve un truc dans lequel on peut monter la température beaucoup plus et que ça ne fonde pas. Et ils trouvent une terre qui s'appelle le kaolin et ils ont inventé la porcelaine. Mais ils n'ont pas inventé la porcelaine pour inventer la porcelaine. Ils ont inventé la porcelaine pour avoir un récipient qui tient au feu, c'est tout. Le reste, ils s'en foutent complètement. Quand au IIe siècle, on va parler des femmes, hein, c'était la journée de la femme, il paraît qu'il n'y a pas longtemps. Dommage, vous en avez qu'une par an. Bah ouais, c'est pas sympa quand même. Et il y a une dame qui s'appelle Marie la Juive, au IIe siècle, qui travaille sur la voie des plantes. Et elle met des plantes dans un ballon. Et elle les fait chauffer. Bah essayez, vous verrez, au bout d'un moment, ça crame. Hein. Donc ça va pas. Alors elle se dit, comment je fais? Alors elle met de l'eau dans le ballon. Mais ça marche pas non plus. Et elle a une idée, elle met l'eau autour. Et elle a inventé le bain-marie. Donc vous servez tous les jours et vous saviez souvent pas d'où ça vient. Bon, il y en a une autre dont je voudrais parler parce que il y a des femmes. Hein. Aujourd'hui encore, il y a des femmes qui sont adeptes, c'est-à-dire qui ont fait la pierre en ce moment. Mais en général, on n'en parle pas. Hein. C'est des gens qui sont très discrets.
Mais il y a une dame qui est très connue, qui s'appelle Hildegard von Bingen, et qui a écrit de la musique alchimique, qui a fait des traités sur les plantes qui sont extraordinaires. Donc il y a eu des femmes à travers le temps qui ont fait de l'alchimie. Mais comme on vit dans une société très patriarcale, en général, c'est les hommes qui ont récupéré quand même. Hein. Voilà, c'est comme ça. Je n'émets pas de jugement de valeur. Donc Nostradamus, Michel de Notre-Dame, hein, qui a passé un bout de sa vie ici et ailleurs aussi, et qui s'est aussi beaucoup intéressé à l'alchimie. Hein. Alors la langue des oiseaux, ça s'appelle aussi la langue verte. Donc j'ai gardé une image que j'avais mise il y a 2 ans, qui s'appelle une souris verte qui courait dans l'herbe. Si vous écoutez les paroles, c'est juste complètement tapé. Hein. Bah ouais, une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. C'est un peu neuneux quand même. Ah ben pas du tout. Parce que c'est un restant de chansons de gestes qui étaient transmises par les troubadours ou les trouvères depuis la nuit des temps, et qui dit « trempez-la dans l'huile, c'est un soufre. Trempez-la dans l'eau, c'est un mercure. » Il semble bien qu'il y a quelqu'un hier ou ce matin, je ne sais plus, qui parlait que l'eau garde la mémoire, etc. Bah, c'est ça, c'est un mercure. Quand vous mettez du thé dans l'eau, ça prend bien la formation du thé, non? Donc c'est un mercure. Un soufre, un mercure. Quand on les met ensemble et qu'on les marie, c'est-à-dire un homme et une femme, ça s'appelle un mariage alchimique. Alors au début, ça ne veut pas. Vous avez remarqué que si vous mettez de l'huile et que vous mettez de l'eau ou de l'alcool dans un récipient, il y en a un qui surnage sur l'autre. Ça ne se mélange pas, ça ne veut pas. Mais c'est comme dans un couple, hein. Ça veut pas, ça veut pas, puis un jour ça veut bien. Et ça va se mélanger. Et là, vous allez avoir fait un élixir, une teinture, pas un élixir. Je dis une bêtise. Vous avez fait une teinture. Et cette teinture, on va la fixer, c'est-à-dire on va prendre la plante, on va la brûler, on va prendre les cendres, on va les laver, on va récupérer le sel, et on va venir teinter, ding, vous l'entendez comme vous voulez, on va teinter le sel. Et peut-être à ce moment-là, va naître une pierre rouge, un cristal, etc. Ça, c'est la voie traditionnelle. Donc c'est marqué, vous trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Escargal, c'est-à-dire c'est le vitriol de tout à l'heure, chercher le centre des choses, et à travers le feu, parce que quand vous avez un feu qui brûle et qu'il y a des petits éclats qui montent, ça s'appelle bien des escarbilles. Et dans le temps, la pierre philosophale s'appelait l'escarboucle. Comprenez pourquoi, régulièrement, sur des cathédrales ou ailleurs, on voit... Ça, c'est la langue des oiseaux aussi, c'est une manière de l'exprimer. Pourquoi on voit des escargots? Alors ça a aussi une autre acception, c'est-à-dire que ça va doucement. En alchimie, le temps, c'est le temps nécessaire à. Il n'y a pas de temps. Si vous êtes pressé, il faut faire autre chose. Hein. On ne peut pas. Alors c'est bien parce que si vous voulez que la lumière descende, parce que depuis hier, on vous parle de lumière, de machin, si vous voulez que la lumière descende, ben déjà, il faut être immobile, silencieux et aligné. Donc si vous êtes agité comme ça tout le temps, la lumière ne descendra pas, ça c'est clair. Hein. Donc posez-vous, hein, prenez le temps. Alors, qu'est-ce qui vient foutre là, celui-là? Poséidon Neptune. Vous avez remarqué que c'est un gars qui est dans l'eau, dans la mer. Et à la main, il a un trident. Et ce trident, c'est la lettre Shin. Chez les orientaux, ça s'appelle Shiva, qui est le symbole du feu qui est descendu. Et là, vous dites, quand même, il y a du feu dans l'eau. C'est bizarre quand même. Alors, je donne des cours de physique de temps en temps, et j'explique à mes stagiaires que cette métaphysique-là, elle est expliquée dans la physique de tous les jours quand même. Ça veut dire que si vous faites une électrolyse de l'eau, sans rentrer dans les détails, et que dans un tube, vous avez un volume, et que dans le tube d'à côté, vous avez le double ou la moitié du volume, et que vous les remélangez, ça fait quoi? Ça fait que dalle. Ça fait que si vous mettez une flamme à l'intérieur et que ça fait boum. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut faire une voiture qui roule avec de l'eau, bien évidemment. Ça non plus, ça coûte rien. Ça veut dire qu'il y a du feu dans l'eau. Et donc, les alchimistes vont aller récupérer une eau qui tombe du ciel, qui s'appelle la rosée, dans laquelle il va y avoir un sel qui s'appelle du nitrate d'ammonium, qui est un fondant
et qui lance le feu. C'est intéressant quand même. Alors, ce fameux, je reste toujours dans ma langue des oiseaux, hein, c'est-à-dire apprendre à écouter la musique des mots. L'étymologie, c'est bien, mais c'est bien pour les gens qui font des études, quoi. Mais sinon, ça, c'est bien parce que c'est écouter la musique des mots. Quand on est musicien, on entend la musique des mots, on entend ce qui est derrière. Donc, il est le fameux Neptune en question, Poséidon, il est tiré par un char qui est tiré par des tritons. Triton. Triton. Vous l'entendez comme vous voulez. C'est des couleurs ou c'est de la lumière? Ou c'est de la musique, pardon. Et alors, je vous ai dessiné ça. Parce que vous avez remarqué qu'il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel, mais qu'il y a 7 notes dans la gamme. Et qu'il y a 7 jours dans la semaine. Lundi, la Lune. Mardi, Mars. Mercredi, Mercure. Jeudi, Jupiter. Vendredi, Vénus. Samedi, Saturne. Et Sunday, ils nous ont niqué un peu les cathos, ils ont dit dimanche, le jour de Dieu, hein, mais c'est le jour du soleil. Donc on a 7 métaux, que vous avez dans la main d'ailleurs. Hein. Le cuivre, l'étain, le mercure, c'est le plus grand, c'est celui qui connaît tous les métaux, qui contient tous les métaux. C'est pour ça qu'il mange ses enfants, Chronos, puisqu'il mange tous les métaux, il réintègre les métaux. Là, vous mettez l'anneau, donc c'est l'or. Là, c'est mon petit doigt m'a dit, c'est Mercure. Ici, au milieu, là, c'est Mars. Mars, c'est le dieu de la guerre, hein, mais c'est aussi la force qui construit. Donc, ou vous mettez une gifle, ou vous mettez une caresse, mais c'est toujours avec ça. Et ici, là, sous ce doigt, là, il y a le poids de l'argent. D'accord? Alors, ce qui est intéressant aussi, s'il y a des gens qui font un peu d'opératif ici, c'est que là, ce côté-là, c'est les alliages chauds. Ici, c'est les alliages froids. Quand on mélange du mercure et de l'or ensemble, ça fait un amalgame à froid. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand vous voyez les orientaux, moi je suis pas oriental, hein, donc je vais parler que de la voie occidentale, même s'il y a des parallèles, bien entendu. Quand vous avez des gens qui font ça, et qui font hey, ya, you, ce que vous voulez, d'accord? Je fais pas de politique. Il y a du cuivre et de l'étain. Quand on les met ensemble, ça fait du bronze, quand vous faites un alliage. Le bronze, dans le temps, ça s'appelait les reins. Les reins, c'est avec ça qu'on fait des cloches. Bing! Et on est tous à l'unisson. Donc, quand les gens se font ça, ils se mettent à l'unisson. Donc, maintenant, vous regarderez, quand il y a des tableaux, etc., il y a des gens qui font des trucs bizarres, etc. Ça, c'est des codes. C'est dans des tableaux. Vous regarderez maintenant, vous ne le verrez pas de la même manière. Alors après, si on voulait faire un peu du délire un peu plus loin, c'est quand vous avez un problème de relation avec quelqu'un et que vous êtes contrarié, etc., vous avez peut-être un blocage de l'énergie du rein. Les reins. Je vous laisse faire ce que vous voulez avec. Alors ça peut aller jusqu'à l'absurde. Hein. Lacan, il a fait ça très bien. Alors, cet homme-là, qui est là, il a des filles. Et ces filles, ça s'appelle des sirènes. Et il en a 6. Sirènes. Et vous avez remarqué que je vous ai dit que tout fonctionnait par 7. L'atome a 7 couches électroniques. Donc tout fonctionne par 7. Et c'est bizarre, il y en a 6, donc il en manque une. Non, personne ne la connaît, celle qui manque? La rainette. Ça vous paraît pas bizarre, vous, que dans tous les contes de fées, chaque fois qu'il y a une petite grenouille, qui est verte d'ailleurs, hein, comme la langue verte, hein, c'est-à-dire ce qui est de l'autre côté, l'envers. Si je vous dis de quel endroit vous venez, vous me dites, bah, je viens de tel endroit, mais c'est qu'il y a un envers. Donc le but du jeu, c'est d'aller chercher l'envers. Parce que la pierre philosophale n'est pas de ce monde. C'est pour ça que ça ne sera jamais une protochimie. C'est une voie théurgique. C'est magique. D'accord? Alors c'est magique parce qu'on ne peut pas l'expliquer, mais c'est magique, on va dire que c'est magique. Mais c'est magique, ça veut dire que la magie. Donc c'est l'âme qui agit. Donc c'est ce que disait la petite dame tout à l'heure, dont je ne me rappelle plus le nom. Que effectivement la forme pensée c'est bah oui c'est obligatoire hein. Ça marche pas autrement. Donc voilà, si vous ramassez et que vous l'embrassez, mesdemoiselles, peut-être ça deviendra un prince charmant. J'ai pas les clés là. Alors le vert on le retrouve où? Alors je vous ai mis Blanche-Neige. Pourquoi? Parce que dans les versions originales des frères Grimm, Blanche-Neige, on dit
c'est l'image d'après, vous verrez. Il y a une vieille reine, rouge comme le sang, les cheveux noirs comme de l'ébène et la peau blanche comme la neige. Blanc, noir, rouge ou noir, blanc, rouge, comme vous voulez, c'est les 3 couleurs de l'œuvre. Hein. Donc déjà, le décor est posé. Blanche-Neige, c'est un conte alchimique du début à la fin, avec toutes les clés de comment ça fonctionne. Donc je ne vais pas vous le raconter, parce que sinon, je ne vais pas vous parler d'autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand sa mère meurt et que la méchante reine l'élève jusqu'à 7 ans, comme par hasard, et puis quand elle a 7 ans, elle se met devant son miroir, et le miroir lui fait une réflexion, ce qui est un minimum pour un miroir, et il lui dit bah non, c'est plus toi la plus belle, parce que c'est évidemment, elle est complètement dans les apparences, c'est Blanche-Neige qui est la plus belle, qui elle est belle à l'intérieur. Le dehors, c'est pas le plus important. Et elle envoie chercher un chasseur vert, comme par hasard. Et elle dit au chasseur, vous me ramènerez le foie, pas le cœur, hein, ça c'est Walt Disney, hein, mais dans les originaux, vous me ramènerez le foie, les reins, c'est ça, ouais, et vous les cuisinerez au sel, le soufre, le mercure, le sel. Et c'est comme ça, elle passe à travers les végétaux, à travers les animaux, à travers les montagnes, des reins, etc. Donc voilà, les 7 montagnes des reins, c'est chimique d'un bout à l'autre. Alors, relisez des contes, hein, lisez les originaux. Alors, vous avez un bouquin comme ça, original, qui coûte une blinde, ou vous achetez chez Bio. Ne lisez pas en originaux aux enfants, hein, parce que c'est plein de meurtres, de viols, de découpages divers et multiples. C'est pour ça que c'est bien que Walt Disney. Mais c'est très intéressant. Mais c'est fait pour les adultes. Alors, je vous en ai mis un autre là, on le voit pas bien. Hein. C'est que le Père Noël, à l'origine, il est vert. Hein. C'est le Père vert. Ou le diable vaut vert. Ben ouais, ça dépend comment vous le prenez. Alors, c'est Coca-Cola qui l'a fait bleu, blanc, rouge. Mais bon, bleu, blanc, rouge, noir, blanc, rouge. Oui, il y a le mercure aussi. Et c'est pas mal non plus quand même. Hein. Mickey aussi, hein, il a ces 3 couleurs-là. Et il a des gants blancs parce que son père est un initié. Donc voilà. Donc là voilà, la fameuse Blanche-Neige. Et puis ces 3 couleurs, on les retrouve, je vous disais dans les textes, quand les rois mages viennent, il y en a un blanc, il y en a un rouge, il y en a un jaune, hein, qui viennent porter la lumière, chacun à sa manière. Alors, on les a comme ça c'est des allégories alchimiques que vous pouvez trouver dans des vieux manuscrits alchimiques. Et la première œuvre, c'est l'œuvre au noir. C'est-à-dire que quand vous prenez une plante et que vous la laissez dans une gamelle, et c'est un petit peu humide, etc., dehors, sous le bord de la fenêtre, elle va pourrir. Elle va puer au début, hein, parce qu'elle va sortir son soufre. C'est comme un fumier, pareil. Hein. Et au bout d'un moment, elle va devenir noire. Et quand vous prenez un vrai terreau, que vous aurez fait vous-même et qui sera suffisamment mûri, et que vous le prenez, ça sent bon. Ça sent la fleur, ça sent pas la merde, hein, excusez-moi, mais... Non, mais c'est ça. Hein. Aujourd'hui, quand on a des paysans qui prennent du fumier et qui le mettent brut comme ça dans les prés, c'est une catastrophe, parce que ça déséquilibre complètement le sol. C'est un peu mieux que de mettre des pesticides, mais c'est pas bien, parce qu'il faut lui laisser le temps de faire son chemin. Donc, c'est en rapport avec la décomposition. Alors, ça s'appelle le corbeau. Pourquoi ? Parce que quelque chose qui se volatilise et qui est noir, le symbole, c'est un corbeau, qu'on retrouve, par exemple, dans le déluge de Noé. La première fois, il envoie un corbeau. Après, il envoie une colombe. Il y a d'autres symboles derrière. Alors, ce qui est intéressant aussi dans l'œuvre alchimique, c'est que quand on commence par le corbeau et on finit par le corbeau. Eh oui. Alors, j'ai marqué sur le petit papier, non, les alchimistes ne cherchent pas à faire de l'or. Bien sûr que quand on a fait la pierre philosophale, on peut la tester et voir si elle transmute. Et on peut faire de l'or. Mais c'est de l'or alchimique, c'est pas le même. C'est-à-dire que c'est un or qui fait 24 carats et qui est cristallin. Comme ça. Alors que le 24 carats, vous le prenez, c'est du caoutchouc, hein, comme du plomb, à peu près. Si vous le prenez et que vous le recuisez, il redevient du 24 carats mou. Mais c'est plus de l'or alchimique. Alors vous allez voir, je vais vous en montrer une.
C'est quand il veut, lui. C'est les joies de la technique. Je sais pas pourquoi il veut pas. Ah, voilà. Ensuite, l'œuvre au blanc. Alors, pourquoi l'œuvre au blanc? Je vous ai dit, il y a des licornes, etc. Alors, les licornes qu'on voit aujourd'hui, c'est des licornes pour bisounours, hein. Les licornes, c'est un truc pas sympa du tout, avec de la barbichette qui crache du feu par les naseaux, hein. Vous savez, c'est comme dans la Bible, c'est marqué que, comment elle s'appelle, Ève, voilà, c'est ça. Elle a volé le fruit interdit, disent certains, défendu. Défendu, c'est pas interdit. Ça veut dire qu'il était défendu. Il y avait des vigiles devant, là, comme là. Sauf que dans les textes de traduction chrétienne, c'est marqué que c'est des chérubins. Et chérubins, vous savez, c'est des espèces de bébés joufflus avec des ailes dans le dos et tout. Mais c'est pas ça du tout. Kéroubim, c'est des taureaux ailés qui crachent du feu par les naseaux. C'est juste pas sympa, quoi. Bah, elle était pas mal quand même. Elle les a niqués comme il faut, hein. Et elle a été prendre la pomme. Ce qui était quand même assez intéressant. Après, on l'a culpabilisé, hein, dans le christianisme, mais c'est pas vrai. Tout ça, c'est juste 2000 ans de culpabilité. Donc c'est pour ça que j'aime bien l'alchimie, hein, parce que c'est en dehors de tout dogme, de toute religion, de tout sexe. Hein. En France, au XIIe siècle, pas loin d'ici, comment ça s'appelle? À Lunel. À Lunel, il y avait une congrégation kabbalistique qui était menée par un grand kabbaliste spiritualiste qui s'appelle Abraham Aboulafia. Et il y avait des chrétiens, des musulmans, enfin des arabes, parce qu'ils commençaient à devenir musulmans, des juifs, des femmes, des hommes, etc. Et ça fonctionnait très bien, hein. Ça a toujours fonctionné. Donc, vous laissez pas avoir par ce qu'on essaye de vous faire croire. Il y en a d'autres qui l'ont dit avant moi. Alors, pourquoi c'est une licorne? Parce que c'est lié par la corne. C'est le milieu du front. Ça s'appelle la voie du milieu. C'est-à-dire qu'on vous a dit, bah, vous pouvez choisir, hein. Il y a un côté noir, il y a un côté blanc. Mais choisis quel côté? Bah, je sais pas. Bah, le mieux, c'est de passer au milieu. Si vous avez un problème et qu'il est pendu à une ficelle, vous pouvez le jeter aussi loin que vous voulez, il reviendra dans la figure à un moment ou à un autre. Alors que si vous décidez d'arrêter le balancier, bah, il n'y a plus de problème. Et c'est pour ça qu'on dit en alchimie qu'on va pardonner aux ténèbres. C'est ça le but de l'alchimie, c'est pas de faire de l'or. C'est-à-dire donner une part de lumière aux ténèbres. Alors on a quand même une chance extraordinaire, c'est que, ça aussi c'est un conte kabbalistique, c'est que vous avez deux pièces, hein, l'une à côté de l'autre, vous avez un mur entre les deux, vous avez une porte au milieu. Et dans cette porte, vous avez une petite fente. D'un côté, il fait noir, de l'autre côté, il y a de la lumière. Et vous remarquerez que la lumière va rentrer dans le noir, mais jamais l'inverse. Donc déjà, on a un petit avantage quand même, c'est sympa. Alors, je vous ai montré que là, ça c'est un morceau de régule l'antimoine qui a été fondu. Et à l'intérieur, il y a une étoile à 5 branches qui est parfaitement régulière, comme celle de la pomme, vous savez, quand vous la coupez comme ça. Elle est au nombre d'or. Et ça veut dire que la personne qui a fait ça est alignée maintenant. Et qu'elle peut aller plus loin dans l'œuvre. Donc, tant que vous n'avez pas fait ça, vous ne ferez pas la pierre, hein, je vous rassure tout de suite. Hein. Donc, on fait la cuisine. Hein. Il faut y aller, il faut mettre les mains dedans. Alors, il y a tout un tas de gens qui sont dans des voies mystiques diverses et multiples, même en alchimie. Hein. En alchimie, il existe une voie qui s'appelle la voie royale, où on fait la pierre à l'intérieur de soi, mais c'est la plus compliquée. Et c'est la plus dure, parce que vous allez en prendre plein la figure. Parce que quand vous avez les toilettes qui sont bouchées et que vous mettez du produit dedans, la première chose qui sort, ça sent pas bon et c'est pas joli à voir. Ben vous, ça va faire pareil, hein. Ça va nettoyer les tuyaux. Alors que quand on travaille avec un creuset, ce qui est génial, c'est qu'il va accepter de partager avec vous. C'est-à-dire qu'il va prendre votre soufre, s'il veut bien, ou si vous êtes en harmonie. Mais c'est comme dans un couple, hein. Il y a des jours où ça va mieux que d'autres. Donc, vous allez prendre un métal qui est pur à 99%. Vous allez le mettre dans un creuset, vous allez le fondre, vous allez le couler dans une lingotière, hein, qui est un creuset en métal, dans lequel on va le couler dedans, de la ferraille, hein, de l'acier doux.
vous allez le couler dedans, et vous allez vous rendre compte qu'il y a ça de scorie et ça de... Mais c'est pas possible, puisque c'est pur à 99%. Ben, les scories, c'est les vôtres. Alors après, vous croyez pas, hein. Moi, je crois pas, je suis pas curé, donc c'est pas mon problème. Il faut prendre et il faut faire, d'accord? Et quand vous aurez fait, vous verrez qu'il se passe des choses impossibles. Faire fondre un métal qui a un point de fusion de 640 degrés dans un feu de bois qui faut plus 450 degrés, je parle sans soufflerie, sans rien, un feu de braise, hein, ben, c'est impossible. Et on le fait. Donc c'est pas impossible. Il n'y a rien d'impossible. Alors le phénix qui renaît de ses cendres, ça c'est l'œuvre rouge. Et cette fleur qui est là, je vous engage à aller la voir si vous allez à Paris, c'est mieux que la Tour Eiffel. Vous allez au musée du Moyen-Âge qui s'appelle le musée de Cluny maintenant, ou l'inverse, je ne sais plus. Oui, je crois que ça s'appelle le musée de Cluny maintenant. Et il y en a, on n'en voit qu'un bout. Hein. Elle est grande comme ça. Elle a été faite par un pape. Je ne sais pas si c'est Jean 22 ou pas, je ne me rappelle plus. Vous irez vérifier. Et elle est faite en or alchimique. Ça veut dire que vous vous arrangerez d'aller à un moment où il n'y a pas trop de monde et vous resterez juste debout devant. Puis on en reparlera. Je peux vous dire que ça rayonne quelque chose. Alors où vous pouvez aller aussi, c'est... Alors il n'y a pas de... Elle n'est plus là, mais elle a été là. C'est vous allez à Bourges, à l'hôtel L'Allemand. Et à l'hôtel L'Allemand, là où il y avait l'oratoire d'un de ceux de la famille Lallemand qui a fait la pierre, il y avait une lampe perpétuelle qui a brûlé pendant des années. C'est-à-dire que vous avez une niche verte, comme par hasard, dans laquelle il y a marqué Ré, Ré, Ré. C'est pas Re, hein, le musicien, c'est Ré. Ré, 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 Ré. Et quand on fait deux fois, c'est Ré bis. Mais comme on va chercher l'envers, vous remarquerez que souvent c'est marqué Ré bis et que c'est écrit à l'envers. C'est pas parce que le mec savait pas écrire, c'est qu'il avait quelque chose à nous dire. C'est qu'il y avait un truc derrière. Et là, vous allez, vous fermez la porte, vous arrangez qu'il n'y ait personne, et vous restez devant, et vous avez la mâchoire du bas qui tombe. Hein. Je vous garantis. Donc voilà. Pourquoi ? Parce que quand on fait la pierre philosophale, on va la multiplier. Par 10, par 100, par 1000, par 10 000, etc. C'est par puissance de 10. Et puis, au bout de la 6e fois, elle va devenir liquide. Et elle est ignée. C'est-à-dire, vous pouvez mettre une bougie, vous allumez une bougie. Et on la prend, on la met dans un vase, dans un ballon, on va dire. On la met dans un ballon. On la présente à la lumière du soleil et on la scelle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'air qui rentre dedans. Et elle va brûler jusqu'à la fin des temps. C'est ce que Howard Carter a trouvé dans la tombe de Toutankhamon. Il a trouvé une lampe perpétuelle. Mais il a voulu voir comment c'était fait, donc il a cassé le verre. Et puis la lampe, elle est partie. C'est dommage. Donc on peut enlever que 6 voiles. Les 6 couleurs de mon arc-en-ciel sur 7, parce que si vous enlevez le 7e voile, on n'est plus de ce monde-là, et tout disparaît. Peut-être l'alchimiste disparaît, peut-être la maison disparaît, et peut-être le quartier disparaît aussi. C'est une force qui est du niveau de la création de l'univers, hein, ça. C'est pas n'importe quoi. C'est pour ça que tout le monde ne fait pas la pierre philosophale, hein, je vous rassure. Hein. C'est à peu près 10 adeptes sur la planète par siècle. Ben, des gens qui s'appellent Mozart, ou qui s'appellent Wagner, ou qui s'appellent Bach, il n'y en a pas tous les jours. Hein. Pourtant, il y a plein de gens qui font de la musique. Hein. Donc c'est pareil. Hein. Ou des gens qui s'appellent, je ne sais pas, Léonard de Vinci, ou Raphaël, voilà, il n'y en a pas tous les jours. Alors pourquoi je vous ai mis ça ? Ça, j'ai mis à la dernière minute, je ne sais plus, avant de partir. Je ne sais plus qui c'est qui a mis ça. Ah oui, c'est une copine qui est au Canada qui a mis ça. Et j'ai bien... Alors, c'est un montage, évidemment. Hein. Alors, c'est quoi ? C'est vous. C'est vous parce que vous êtes en enfer. Vous savez, dans la religion, on dit « Ah, vous allez en enfer !» Ne cherchez pas, vous êtes dedans tous les jours. Hein. Vous êtes enfermés. Alors, le but d'une voie, c'est de sortir de là. C'est-à-dire de vous sortir de la cage. Alors, il y en a qui passent leur vie à faire un stage de ceci, un stage de cela, un stage de cela, mais qui vont jamais au bout de rien. Alors, ils ont une belle prison qu'ils ont peint en rose et en doré, mais ils sont toujours dans la prison. Donc, à un moment, il faut accepter de poser ses valises et de prendre le chemin. Et quand vous prenez le chemin, il y a une image que j'aime bien, c'est, vous savez, c'est
ces passerelles de brousse, là, vous savez, avec des planches. Et au fur et à mesure que vous avancez, une fois que vous avez mis le doigt dedans, c'est fini. Hein. Et au fur et à mesure que vous avancez, les planches, elles tombent derrière. Donc jamais vous revenez en arrière. Hein. Jamais. Donc ça veut dire que quand on s'engage dans une boîte, c'est un vrai engagement. Il y a, c'est quand c'est au mois de mai, au 1er mai, qu'il y a les feux de Beltane, qui sont une fête celte. Et quand il y a eu les feux de Beltane, ça raconte l'histoire des dieux qui sont venus sur Terre pour nous aider. Et comme ils ont décidé de rester pour nous aider, ils ont brûlé leur bateau. Quel signe d'engagement! C'est ça l'engagement d'une voie. Alors, je ne vous demande pas demain de laisser tout, de partir avec votre sac à dos. Hein. Mais voilà, si on veut vraiment s'engager sur une voie, il faut savoir que c'est... voilà, vous allez faire plus que ça dans votre vie. Hein. Ça n'empêche pas de bosser à côté. Hein. Moi, je bosse à côté, mais ça vous prend quand même beaucoup de temps. Et puis après, quand vous serez arrivé à un certain niveau, vous ne ferez plus que ça. Voilà. Mais ça doit être que du bonheur. C'est ce que je vous ai mis au début. Hein. Rabelais, à la fin du livre 5, il dit « Vivez joyeux ». Point. Il n'y a rien à rajouter. Si ça vous rend malheureux, surtout arrêtez, c'est que vous vous êtes trompé. Hein. C'est que ce n'était pas votre voie ou que ce n'était pas une voie. Alors, il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Ça, l'alchimiste, il a écrit au fronton. Alors, je dis souvent à mes stagiaires, qui n'ont rien à voir avec l'alchimie, hein, je leur dis, vous savez, depuis que vous êtes tout petit à l'école, on vous a dit, ça, c'est impossible, ça, c'est impossible, ça, c'est pas possible, et vous l'avez cru. Ben, c'est pas vrai. Il n'y a rien d'impossible. Vous pouvez déplacer une montagne avec une petite cuillère. Ça va juste prendre un peu de temps, mais voilà, il n'y a absolument rien d'impossible. Et tout à l'heure, quand la dame parlait de forme pensée, ben, ça veut dire que si vous, dans votre tête, vous avez décidé qui s'appelle un petit roman, comment elle s'appelle? Jerry Halliwell ou un truc comme ça, regardez, et elle a écrit un bouquin qui s'appelle « Un été avec les léprechauns ». Alors les léprechauns, c'est un espèce de gnome qui vit là-bas en Irlande. Ça tient plus d'un troll que d'un gnome d'ailleurs. Et donc c'est une nana qui est comme certains qui sont ici, qui voit des choses, qui entend des choses. Et elle va écrire un bouquin. Alors quand elle écrit son bouquin, elle dit voilà, lisez ça comme un conte de fées, mais ça m'est réellement arrivé. Comme ça, elle laisse la porte ouverte, elle vous oblige à rien. Et elle explique que quand elle arrive dans cette maison, il y a une famille de léprechauns qui arrive, etc. Et puis elle commence à communiquer. Et puis là-bas, on fait du feu avec de la tourbe. Et la tourbe, quand elle est humide, pour l'allumer, c'est compliqué des fois. Donc, elle est devant son feu et elle s'embête, elle n'arrive pas à démarrer le feu. Et puis d'un moment, elle sent quelqu'un dans son dos et il y a léprechauns qui rigole, qui la regarde. Et elle lui dit, bah, puisque tu es si malin, et léprechauns fait ça. Et le feu s'allume. Et elle le regarde et elle fait, oh là, comment tu fais ça? Toute ma vie, j'ai essayé de faire ça et tout. Bah, il lui dit, bah oui. Quand tu auras fait taire la petite voix qui est là-dedans, qui dit, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible, bah, tu le feras. Aujourd'hui, je suis persuadé que c'est vrai. Hein. Je suis encore beaucoup trop épais pour en être là, hein. Mais je suis persuadé que c'est vrai. Alors après, qu'est-ce qu'il y a? Alors ça, c'est intéressant aussi. Ça, c'est un truc complètement impossible. Hein. S'il y a des physiciens ici, ou des chimistes, ou des maîtres verriers, ils vous diront que c'est impossible. Ben, c'est pas impossible, on le fait. On prend un creuset, on met de l'antimoine dedans, juste de l'antimoine, pas un gramme de silice, rien d'autre que de l'antimoine, et on fait un cristal de verre d'antimoine. C'est pas beau, ça? C'est pas la pierre, ça, hein. C'est du verre d'antimoine. Les vitraux qui sont à Chartres, certains, dans les vieux vitraux, le bleu de Chartres, c'est fait comme ça, 100% en métal. Les premiers qui ont inventé ça, c'est les Chinois. À l'époque du premier empereur de Chine, Zhou Manju. Celui qui a fait la fameuse armée de terre là, qui est peinte en violette. Là. Voilà. Et ils nous ont transmis ça. Hein. Donc, ça existe. Alors, quand on fait des trucs comme ça et qu'on le donne à des maîtres verriers, qu'on leur dit on vous laisse des morceaux et tout, on n'a jamais de retour. Hein. Parce que ça remet tellement de choses en question que les gars, bah voilà, ils foutent ça dans un coin. Et... Alors c'est intéressant parce que c'est dommage que j'en ai pas des bouts à vous montrer. C'est vous l'avez dans la main et vous le faites sonner.
et ça sonne comme des pièces de monnaie, alors que c'est du verre. Et si vous le prenez et que vous le refondez, ça refait du métal. C'est juste Barjot, quoi. Mais c'est pas Barjot du tout, puisqu'on le fait. Hein, donc, Alors ça, c'est pas moi qui l'ai fait, ça c'est Patrick Bernstein qui l'a fait. Donc ça se fait dans un labor oratoire, ça veut dire que, n'en déplaise à tous les mystiques purs et durs, hein, on peut être un mystique pur et dur, on peut être un prophète. Hein. Il est sur sa colline, ça lui tombe dessus, il n'a rien demandé à personne. En général, ça l'emmerde parce qu'il est beaucoup mieux à garder ses moutons, mais il n'a pas le choix. On lui dit maintenant, il faut que tu y ailles, il faut que tu ailles prêcher la bonne parole. Mais voilà, c'est la foudre qui tombe quand même, hein. C'est pas cool. Hein. Et donc, vous êtes incarné, vous êtes des êtres de chair, ben, il faut mettre les mains dedans. Hein. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que vous êtes obligé de participer à la matière, sinon vous ne seriez pas de la matière. Sinon, vous seriez un espèce d'être évanescent, mais vous n'êtes pas. Donc, labor, oratoire. Labor, c'est la cuisine, hein, c'est Obélix qui fait sur un Panoramix, qui est le chaudron magique, c'est la même chose. Hein. Et l'oratoire, c'est la prière. Alors, la prière, c'est pas des prêchis-prêchats, on est d'accord. Hein. Alors, il y a une vraie théurgie, c'est-à-dire que il y a d'une part une magie naturelle, c'est-à-dire, s'il y a un esprit dans de la viande, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas dans de l'air, dans de l'eau, dans du feu, dans de la terre. Il y en a. Donc les ondines, les salamandres pour le feu, les gnomes pour la terre, et les sylphes pour le vent. D'accord ? Donc vous leur parlez, et ils jouent avec vous comme vous jouez avec un chien avec un bout de bois, de la même manière. Et après, il y a ce qu'on appelle une magie... ésotérique, supranaturelle, hein, qui est celle dont elle vous parlait. On va communiquer avec d'autres mondes, on va faire passer des gens, etc. Ça, si on ne sait pas faire, on ne fait pas. Par contre, où je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle a raconté, et je pense que même elle n'en a pas assez dit, parce que je trouve que c'est extraordinaire, parce que les gens parlent d'amour en permanence, on ne peut pas prétendre avoir aimé quelqu'un et le laisser tout seul dans une boîte quelque part... Donc si on veillait les morts, c'est qu'il y a une raison. Parce que quand on veille les morts, déjà, je suis sûr que les 3/4 qui sont ici, surtout les femmes, ont vu le film Ghost plusieurs fois. Vous savez, quand il se prend son quart dans la figure, là, et qu'il est comme ça, il parle aux gens, mais il ne sait pas qu'il est mort. Il est parti, il s'est décroché de son corps, mais il ne sait pas qu'il est mort. Donc il faut lui dire qu'il est mort. Donc il faut aller le voir, et puis il faut lui expliquer qu'il est mort. Parce que là, il fait du soufre aussi, hein. Vous êtes venu ici pour sortir votre soufre. Pour ça que vous êtes agité. Quelqu'un disait, mais pourquoi les gens se foutent sur la gueule ? Ben, parce que vous êtes là pour ça. Pour sortir votre soufre. Une fois que vous l'avez sorti, c'est fini, hein, vous êtes zen. Hein. Mais à un moment, il faut le sortir. Donc vous allez sortir votre soufre. Et si vous êtes mort et que vous ne savez pas que vous êtes mort et que vous mettez à paniquer comme un malade, vous vous rendez compte ? Le réservoir de soufre, il va se remplir comme ça. Ben non. C'est là que vous êtes là, et vous dites, non, attends, t'es mort, t'inquiète pas, ça se passe bien, il n'y a pas de contentieux, donc on est peinard, et tu peux partir tranquille. Et là, ça se passe très bien. Alors elle a dit quelque chose d'extraordinaire, vous mettez une bougie blanche, elle a raison, hein. C'est parfaitement vrai, hein. C'est dans tous les rituels de magie, on utilise une bougie. Alors je voudrais juste rajouter, parce que ça s'est passé encore tout à l'heure, hein, on ne souffle jamais sur une bougie. On dit dans toutes les traditions sérieuses que quand on souffle sur une bougie, on éteint une fée. Ça veut dire ce que ça veut dire. Le seul jour dans l'année où vous soufflez sur les bougies, c'est voilà. Il est là votre cadeau. Le cadeau d'anniversaire, c'est vous qui vous le faites. Donc, attention, le nombre de bougies qui correspondent à l'âge. Alors des fois, le gâteau, il faut qu'il soit grand. Hein. Des bougies blanches, pas des bougies roses bonbons avec des petites blanches. Hein. Alors, il y a encore mieux que la bougie blanche, c'est la bougie de cire d'abeille pure. Hein. Mais il faut les trouver, puis ça coûte cher. Hein. Donc la bougie blanche, ça va très bien. Le nombre, le jour de votre anniversaire, l'heure où vous êtes né, si c'est à 2h du matin, ben, l'idéal, ça serait de le faire à 2h du matin. Après, on fait du mieux qu'on peut. Et le plus près possible de l'endroit où vous êtes né. C'est-à-dire dans le petit caniveau à côté de la rue, là. D'accord ? Et là, quand vous soufflez, si vous éteignez tous les bougies, vous éteignez tout le soufre des années précédentes. On fait reset, hein. On est revenu propre.
C'est super, non? C'est ça votre cadeau. C'est pas le truc qu'on vous donne derrière, même si c'est sympa. Bon, je crois que je vais arrêter. Alors, ce qui est bien, c'est que nous, on a jusqu'à demain matin, hein, puisque je suis le dernier. Alors, il reste 10 minutes. Alors, pourquoi je vous ai mis ça? Parce qu'il y a quelqu'un ce matin, je l'ai rajouté tout à l'heure, là, avant de partir, il y a quelqu'un qui a parlé de lumière noire, de trous noirs, etc. Ça, c'est le soleil noir qui est à Prague. Alors, Prague, c'est une ville alchimique dans toute sa puissance, hein, puisque Rodolphe II, c'est un empereur qui va abriter et protéger des alchimistes comme Michael Meyer, comme John Dee, des gens qui sont considérés comme des astronomes, oui c'est ça, Kepler, Tycho Brahe, mais qui ont aussi trempé dans plein de choses. Hein. Et on est quand même à une époque où il y a encore l'Inquisition qui met des gens sur des bûchers. Et donc, quand il y a des gens qui serrent un peu les fesses, ils sont bons, et Rodolphe II, il dit « Venez chez moi, vous avez tout, vous avez le labo, on vous donne tout. Hein. » Et donc, ben, si vous allez un jour à Prague, il y a des allégories alchimiques tous les 10 mètres sur les immeubles. Partout, 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 partout. Et alors, le soleil noir, c'est cette fameuse énergie noire que les astronomes aujourd'hui disent, ou les physiciens disent, ouais, c'est l'énergie noire, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est ça la vraie lumière. C'est-à-dire que j'aime bien une image que donne Patrick, c'est-à-dire vous prenez une image des étoiles la nuit, et vous faites un négatif. Et puis finalement, la vraie lumière, c'est pas les étoiles, parce que là, vous allez voir des points noirs. C'est tout le reste. C'est tout ce que vous ne voyez pas. Des fois, on la voit. Puis je crois que c'est tout. Ah oui, si, je voulais finir par... Et puis après, s'il y a des questions, je les prendrai, si le monsieur ne me fâche pas. Je vous ai amené, ça c'est une petite expérience d'alchimie, quand on commence, pour découvrir ce que c'est que l'alchimie, que tout le monde peut faire dans sa cuisine. C'est pas compliqué. Vous prenez... Alors, le mieux, c'est de prendre un récipient en verre. On évite de prendre des récipients en métaux quand on fait de l'alchimie, ou en métal, pardon, parce que ça va prendre la formation du métal. Le verre, c'est neutre. Donc, et le verre, c'est de l'eau, hein, je vous signale. Hein. Si vous prenez un verre et que vous le laissez sur une table pendant 10 000 ans, c'est une flaque d'eau. Hein. Le verre, ça coule. Donc, vous prenez une assiette. Alors, vous prenez un récipient, vous faites chauffer de l'eau hein, à ébullition, et vous éteignez. Et vous faites dissoudre du sel de Guérande, un truc qui est propre, hein, pas un truc où il y a 40 000 produits chimiques dedans. Vous faites dissoudre à saturation. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va y avoir des gras au fond qui ne se dissolvent plus. Vous le prenez, vous le filtrez. Et vous mettez ça dans une assiette, là, comme j'ai mis, ou dans un plat avec des bords. Et puis vous le laissez. Et vous l'oubliez. Enfin, vous l'oubliez. L'oubliez pas trop quand même, parce que vous risquez d'avoir des surprises. Et au bout d'un moment, à la surface, il va y avoir des petites paillettes qui vont venir. C'est le mercure du sel. C'est la fleur de sel. D'accord ? Ça veut dire que vous avez les avantages du sel sans les inconvénients. C'est l'esprit du sel. Après, sur le bord, il y a du sel qui va se mettre à courir. Ça, c'est le soufre du sel. Ça s'appelle du sel chou-fleur. C'est ce qu'utilisent tous les sorciers dans les films. Vous savez, le mec, quand il fait un rond de sorcière, c'est ce sel-là. Tous les gens qui font de la magie traditionnelle utilisent ce sel-là. On peut utiliser d'autres choses, mais voilà. Traditionnellement, c'est ça qu'on utilise. Et ce sel-là, il va vous dire si le lieu est agité ou posé. Ou si vous êtes agité, ou si vous êtes posé, parce que si vous habitez dans le lieu. Alors, il va monter sur les bords de l'assiette, comme ça, et puis vous avez vu, là, il a été cool, il s'est arrêté sur les bords de l'assiette. Bon, c'est dans un lieu qui est relativement calme, mais il y en a qui sont très agités, et qui vivent dans des lieux qui sont très agités, qui ont mis ça, et qui sont partis 3 semaines en vacances. Et quand ils sont arrivés, le sel, il est descendu là, il a couru ici, il a monté sur les murs, et quand vous arrivez, il y a du sel partout. C'est impossible, vous allez me dire, non, faites l'expérience, vous verrez. Hein. C'est un être vivant qui court partout et qui se reproduit et qui souffre, donc qui s'étale. Et puis, à l'intérieur, vous avez vu, il y a des cristaux carrés. Alors, je vous en ai mis un en gros plan. Si vous faites de la chimie, ça fera du sel, c'est-à-dire des cristaux cubiques de sel. Si vous avez fait de l'alchimie, c'est-à-dire que si vous avez mis quelque chose de vous dedans, il y aura une étoile à 8 branches à l'intérieur. Alors, des fois, 4 branches, c'est déjà pas mal. Hein. Une croix, déjà, c'est pas mal.
Donc ça, c'est une expérience que tout le monde peut faire. Et ça, ce sel du sel, on peut lui donner une information, on peut mettre un produit dessus, on le met dans un truc hermétique, vous l'emmenez et vous le prenez comme un remède homéopathique et ça diffuse l'information. Ça marche pareil. Et ça coûte rien à faire. Vous voyez, donc c'est... Voilà, c'est juste une expérience. Bon, je vais arrêter là. Et